Il y a des mouches à l'intérieur sur la fenêtre lorsque vous arrivez, des centaines d'entre elles, rampantes. Ce n'est pas ce que vous voulez voir en rendant visite à un ami sans nouvelles depuis quelques jours, mais vous êtes un véritable ami. Vous frappez à la porte, essayant d'éliminer toutes les pires suppositions de votre esprit, jusqu'à ce que, à votre immense soulagement, il réponde. Il a l'air terrible, vêtu d'un peignoir de mauvaise qualité couvert de taches. Son visage est un masque de graisse et de barbe. Ses cheveux non lavés collent à son front. Vous n'avez jamais vu ses yeux aussi fatigués. Vous pourriez transporter une semaine de course dans les poches sous ses yeux. Et il pointe un fusil à double canon chargé sur votre poitrine. Vous reculez, levant les mains pour montrer que vous ne voulez pas faire de mal. Vous ne savez pas du tout ce qui lui a pris. Mais vous n'allez pas prendre de risques. Quelque chose ne va pas ici. Quelque chose ne va vraiment pas. On vous demande votre date de naissance. Pour une seconde, vous vous figez juste dans la confusion, comme un lapin sur le point d'être écrasé par les pneus avant d'un gros camion. Votre ami pose la crosse du fusil contre son épaule et vous regarde à travers les viseurs. À ce moment-là, ça fait son effet. Il pourrait vraiment vous tuer si vous ne répondez pas. Menacé de violence, vous donnez la date d'une voix étouffée. Après une pause tendue, votre ami acquiesce et range le fusil de chasse. Il s'excuse de vous avoir effrayé, mais ajoute qu'en ces temps, il vaut mieux être trop prudent. À propos de quoi est la question non dite qui plane dans l'air. Il vous invite à entrer, et malgré vos réservations inspirées par l'arme à feu, vous décidez d'accepter l'invitation. Le minimum que vous puissiez faire est de lui faire un bilan de santé complet. L'intérieur de sa maison n'apaise en rien vos inquiétudes. La nourriture est laissée sur les tables et dans les boîtes à emporter, grouillant de verre. Des vêtements sales jonchent le sol. Il vous arrête juste avant que vous ne marchiez dans un piège à ours posé au milieu du hall d'entrée. Votre ami a toujours été un type excentrique. Il avait toujours été ouvertement enthousiaste à propos de tout ce qui est étrange et paranormal, passant des heures sur ce forum Parawatch ridicule dont il ne cessait de vous parler après quelques bières. Toutes des photos floustories de tâches qui étaient au soi-disant des objets volants non identifiés, ou des fantômes, ou des cryptides, ou quoi que ce soit d'autre. Vous n'avez jamais été d'accord avec tout ça, mais vous pensiez que c'était un passe-temps inoffensif pour votre ami. Certains gars avaient né le bowling ou le fantasy football, lui avait ses fantômes et ses ghouls. Mais tout ce qui est devant vous est comme une grande lumière au néon éclatante qui crie qu'il a perdu la tête. Assez vite, vous vous retrouvez dans le salon, entouré de piles de livres et de feuilles de papier imprimées. Il y a aussi un revolver de calibre 38 sur la table basse, avec quelques balles dans le cendrier. Vous ne saviez pas ce qui vous inquiétait le plus, cela, le fusil de chasse, ou l'automatique de calibre 45 qui reposait sur un livre intitulé « Métamorphe du folklore européen » par Duncan Blutt. Vous vous demandez si votre ami est actuellement plus un danger pour lui-même ou pour les autres. Tout ce temps, il ne cesse de marmonner. On ne peut jamais être trop prudent, mec. On ne peut jamais être trop prudent. Il dépose le fusil sur la table basse, faisant tomber par terre des brochures sur les lignes telluriques et les personnes de l'ombre. Il se frotte le visage, et vous pouvez sentir le son organique de sa peau qui s'étire contre son crâne, comme si tout en lui avait commencé à s'affaisser. Vous suggérez qu'il devrait peut-être prendre une douche et se ressaisir, peut-être même se raser s'il se sentait à la hauteur. Vous seriez un bon ami en le surveillant pendant qu'il s'en occupe. Il faut un peu de persuasion, mais il finit par accepter, à condition qu'il puisse charger son 38 et l'emmener à la salle de bain avec lui. Vous résistez un peu, mais cédez rapidement. Son odeur commence à vous donner un peu la nausée. Alors qu'il se traîne à l'étage vers la salle de bain, vous restez seul dans le salon, assis au milieu des débris de l'esprit apparemment brisé d'un bon ami. Il a toujours été un peu obsessionnel, mais là, c'est le pompon et plus encore. Une fois que vous entendez la douche couler à l'étage, vous commencez à fouiller les livres et les papiers empilés dans la pièce. Peut-être y a-t-il dans tout cela un indice sur ce qui a causé la spectaculaire descente aux enfers de votre ami. Entité parmi nous, les créatures cachées, comment repousser les esprits sombres. Ce n'est pas la bibliothèque personnelle d'un homme bien équilibré. Mais le plus étrange, c'est quelque chose que vous trouvez parmi les papiers, fortement encerclés et annotés. C'est une impression de texte provenant d'un site web 2.0 à l'allure de GeoCities, avec le titre « Sur les rencontres avec celui aux 1000 visages ». Vous parcourez le texte jusqu'à ce que vos yeux s'accrochent à un petit extrait. Ce n'est pas un animal, bien que cela puisse sembler être à volonté. C'est un être intelligent,
très ancien et très patient. Au moment où il vous a sélectionné, il est déjà trop tard, mais il prolongera toujours la chasse. Pendant une semaine, il vous chassera. Il vous traquera. Il arborera des visages étrangers et familiers pour se rapprocher de vous. Ensuite, il vous trouvera dans la nuit, à votre moment le plus vulnérable, et volera votre... 3 coups de feu retentissent à l'étage, propulsant votre cœur dans votre gorge. Non, non, pas comme ça. Vous montez rapidement les escaliers, le cœur battant d'anxiété. Vous voyez de l'eau s'infiltrer sous la porte de la salle de bain et s'imbiber dans le tapis. D'un coup de pied brutal, vous fracassez la porte et vous vous précipitez à l'intérieur. Vous voyez votre ami recroquevillé dans le coin, mouillé et en pleurs, le 38 toujours serré dans son poing tremblant. À en juger par l'apparence, il a fait 3 trous dans le mur dans le coin inférieur gauche de la pièce. La porte de la douche est ouverte, l'eau gicle partout. Vous vous penchez et l'éteignez. Puis vous vous tournez vers la vue pitoyable de votre ami, vous sentant d'une certaine manière plus triste que effrayé. Il articule entre 2 sanglots. Je pensais avoir vu un rat. Il ne t'a laissé aucun choix. Vous appelez une ambulance et leur dites que votre ami subit une sorte de crise psychotique sévère. Il doit être surveillé pour son bien. Quand les hommes proverbiaux en blouse blanche viennent le chercher, il ne part pas paisiblement. Ils ont été chanceux que vous ayez déjà confisqué et enfermé ses armes dans une autre pièce. Mais cela ne l'a pas empêché de griffer, mordre et frapper les 2 techniciens médicaux d'urgence qui ont fait tout leur possible pour l'attacher à la civière. « Non, vous ne pouvez pas m'emmener !» Il a crié. « Si vous m'emmenez, ça m'attrapera, ça m'attrapera !» Avec le vacarme des sirènes et le clignotement des lumières d'urgence, votre ami est parti. Vous avez donné votre numéro de téléphone au secouriste comme premier point de contact en cas de complications. Un euphémisme maladroit et désagréable. Et vous vous promettez de lui rendre visite dès que le personnel de l'hôpital vous dit que c'est sûr de le faire. Vous savez dans votre cœur que vous avez fait la bonne chose, mais vous rentrez chez vous en vous sentant toujours ébranlé. Cette nuit-là, votre appartement paraît singulièrement vide. Chaque ombre sombre semble renfermer une culpabilité inexprimée. Quelque chose que vous auriez dû dire ou faire. Quelque chose qui aurait pu tout empêcher de devenir aussi mauvais. Peut-être que tout cela est dû à votre mauvaise amitié. Assez tôt, vous êtes assis devant votre télévision, enlevant le film plastique du dessus d'un repas au micro-ondes, et soudain, vos narines attrapent la plus terrible odeur de moisi. Pourtant, écœurement sucré, comme du sirop de viande. Le choc est tel que cela vous donne presque envie de vomir. Vous regardez votre plat micro-ondes, vous attendez à le voir grouiller de verre avec un arc-en-ciel terrestre de moisissure, tout comme toute la nourriture répugnante et oubliée chez votre ami. Non, la nourriture est aussi immaculée qu'au moment où vous l'avez mise dans le micro-ondes. Cette odeur doit venir d'ailleurs. Peu affamé après avoir senti cette odeur pour la première fois, vous vous levez et avancez plus loin dans votre appartement, cherchant la source de la pourriture. Mais il n'y a rien que vous pouvez voir. Pas de poubelle ouverte, pas de reste laissé trop longtemps. Quelque chose est-il mort dans le mur? Non, si c'était le cas, vous l'auriez déjà remarqué. Peu de temps après cet incident étrange, l'odeur s'estompe et vous reprenez vos activités. Peut-être n'était-ce qu'un souvenir sensoriel. Après tout, votre journée a été assez éprouvante. Vous décidez de vous coucher tôt ce soir-là. Demain est un nouveau jour. Alors que vous tentez de vous endormir, une étrange sensation vous envahit. Que vous n'êtes pas seul dans l'appartement. Un téléphone qui sonne vous réveille le matin. C'est jamais un bon signe. Vous répondez tout en enfilant un jean et un t-shirt pour découvrir que c'est l'hôpital qui appelle. Oh non. C'est à propos de votre ami. Il y a eu une sorte d'incident pendant la nuit. Ils apprécieraient vraiment si vous pouviez vous rendre à l'hôpital dès que possible. Votre voiture est toujours au garage après un accrochage la semaine dernière. Alors vous prenez le bus, imaginant tout le temps des scénarios de plus en plus élaborés dans votre tête sur ce qui aurait pu se passer pendant la nuit. Mais vous n'auriez jamais deviné ce qui s'est réellement passé. À votre arrivée, une infirmière vous escorte à l'unité où il est retenu, derrière des rideaux verts translucides. Elle vous dit qu'il est sous sédatif puissant et que quand vous le verrez, essayez de ne pas réagir trop violemment. Un sentiment qui n'a jamais calmé personne, jamais. Vous passez derrière le rideau et vous ne pouvez pas étouffer votre sursaut à temps. Le visage de votre ami. C'est faux. Il ne semble pas qu'il ait été blessé, juste déformé, comme s'il avait mal poussé pendant la nuit.
De grosses excroissances de peau semblent avoir modifié la topographie de ses traits. Si ce n'était pour ses cheveux et le nom sur le presse-papier au pied de son lit, vous ne l'auriez même pas reconnu. L'infirmière vous demande si vous êtes au courant de toute condition préexistante qu'il aurait pu avoir. Rien qui aurait pu causer cela. Dans le bus du retour, vous vous sentez juste vidé. Ils disent gros qu'ils vous contacteront s'ils ont d'autres questions, mais vous savez d'avance que vous n'avez pas de réponse. Comment votre ami a-t-il pu être défiguré du jour au lendemain alors qu'il était attaché et sous forte sédation? Cela n'avait tout simplement aucun sens. C'est à ce moment que vous la sentez à nouveau, flottant dans l'allée du bus. Cette odeur écœurante et sucrée de chair en décomposition. L'odeur provenant de la maison de votre ami. L'odeur provenant de votre appartement hier soir. Vous levez les yeux, essayant de voir la source de l'odeur fantôme, comme si le chauffeur du bus accrochait un désodorisant en forme de carcasse pourrissante au rétroviseur. Mais il n'y a rien. Juste l'arrière des têtes, regardant impassiblement devant. À part une personne, à quelques sièges de vous. Il est tourné vers l'arrière. Ses yeux rencontrent les vôtres. Il sourit d'un sourire étrangement lubrique. Et si vous n'en saviez pas plus, vous diriez qu'il ressemble exactement à votre ami. Bien que cela puisse sembler être l'élément principal des contes sombres et des creepypastas modernes sur Internet, je suis désolé de vous dire que l'entité que vous venez de voir est très réelle, et malgré les meilleurs efforts de la Fondation, elle pourrait vous traquer en ce moment même. Ceci est le SCP-5362, également connu sous le nom de celui aux 1000 visages, un être endémique du folklore nord-européen qui a pris une vie anormale au cours des derniers siècles, bien que les archives de la créature remontent peut-être jusqu'au XIe siècle. En raison de sa nature de métamorphe, l'anomalie a correspondu à un certain nombre de descriptions différentes, mais la plus courante est en effet une créature pitoyable, une entité humanoïde vêtue de haillons, frêle et sans peau, sans bouche et sans paupières. Son cerveau est également visible à travers une fine membrane sur le dessus de sa tête, et si l'apparence physique n'était pas assez répugnante, des témoins oculaires ont affirmé que l'anomalie sentait comme de la viande en décomposition. Parlons plus en détail de cette métamorphose. L'entité est capable de prendre la forme de rongeurs tels que les souris et les rats, contournant complètement toutes les notions standards de conservation de la masse. Elle est également capable d'imiter le visage de tout être humain vivant, d'où son surnom, celui aux 1000 visages. Lors de l'un des rares affrontements directs que la Fondation a eu avec cet être effrayant, ils ont réussi à lui tirer dessus avant qu'il ne s'échappe, obtenant ainsi des tissus à analyser. Son tissu musculaire semble être composé de chromatophores spécialisés, des cellules que l'on trouve le plus souvent chez les céphalopodes, tels que les poulpes, qui sont capables de changer consciemment leur apparence pour se camoufler. La tête de la créature contient également un système de tubes complexes, capable de déplacer rapidement des dépôts de graisse, ce qui était considéré comme la principale fonction biologique derrière sa capacité à changer l'apparence de son visage, ainsi que plusieurs autres que la Fondation n'a pas encore catégorisés. Les effets anormaux de SCP-5362 sont activés en interagissant avec des représentations artistiques ou littéraires de la créature. Dans le passé, cela aurait pu signifier tomber sur un vieux livre poussiéreux dans une partie de la bibliothèque où personne ne semble jamais aller, ou peut-être entrer dans l'aile interdite de la galerie d'art privée d'un vieil homme mort. Cependant, Internet a fait de SCP-5362 une menace beaucoup plus répandue. En regardant ce que vous pourriez penser n'être qu'une cool illustration d'horreur sur Reddit, ou en lisant ce que vous trouvez être un creepypasta anormalement effrayant, vous pourriez vous inscrire à quelque chose de bien pire. Ce qui suit sera 7 jours de cauchemar éveillés, alors que celui aux 1000 visages se manifeste dans votre vie et commence à vous traquer. Petit à petit, votre peur et votre paranoïa augmenteront. Avez-vous senti une odeur de viande pourrie? Non, c'est sûrement juste dans votre imagination. Quelle était cette silhouette que vous avez vue disparaître derrière un bâtiment? Était-ce juste votre imagination? Ce type d'interrogation vous traversera fréquemment l'esprit durant la traque. Ensuite, les choses vont considérablement empirer. Après 7 jours de traque rituelle, celui aux 1000 visages établira un contact physique pendant que vous êtes en état de sommeil paradoxal. Après le contact, vous observerez des changements physiques anormaux sur votre visage dans les prochains jours. Après le contact, vous perdrez rapidement l'usage de certains muscles du visage, menant à une paralysie faciale complète. Une fois la paralysie installée, les traits du visage commenceront à muter, les recouvrant de disgracieuses excroissances cutanées,
qui vous rendront méconnaissables. À ce stade, l'échange sera terminé. Celui aux 1000 visages aura gagné un autre visage, à savoir le vôtre. Donc, la prochaine fois qu'il traquera une victime, il pourrait la menacer avec votre sourire. Bien sûr, cette perspective n'est pas attrayante, donc la Fondation s'est intéressée à découvrir comment prévenir, arrêter, voire même inverser ce processus. Mais ces méthodes sont loin d'être une partie de plaisir. La méthode qui aurait le moins d'effets négatifs sur vous serait que la Fondation intervienne pendant que vous êtes en sommeil paradoxal, alors que celui aux 1000 visages tente d'établir un contact, ce qui le fera paniquer et se dématérialiser. L'autre méthode pour contrer l'anomalie consiste à prendre des amnésiques de classe F, qui ont été connus pour retarder ou arrêter les effets physiques du contact avec SCP-5362, au lourd prix de l'effacement complet de votre identité, ce qui signifie que la Fondation devra vous en construire une nouvelle à partir de zéro. C'est une question qui mérite réflexion. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le grand schéma des choses, votre visage ou votre sens de soi? Parce qu'avec SCP-5362, cela pourrait être l'un ou l'autre. Les robots d'exploration web de la Fondation cherchent constamment des représentations anormales de SCP-5362 dans l'art ou la littérature pour assurer les procédures de confinement. Nous ne pouvons qu'espérer qu'ils ne soient non pas trop zélés et n'incluent pas cette vidéo dans ce large filet, car les gens ont besoin de connaître SCP-5362 dans l'intérêt de leur propre sécurité. Les représentations physiques, telles que les livres ou les peintures, doivent être saisies et stockées de manière sécurisée dans le casier de confinement B du site 301. En raison du risque d'exposition généralisée de l'anomalie, elle a été classée dans la catégorie Euclide du risque de confinement provisoire. Toute personne affectée par l'anomalie doit suivre un traitement d'amnésique de classe F, comme l'exige le Conseil 05. Toute manifestation directe de l'entité doit être surveillée par la force d'intervention mobile Pion, alias les City Slickers, pour éviter tout contact direct. Vous pourriez vous demander, comment la Fondation peut-elle avoir un tel contrôle sur une anomalie qui semble si difficile à suivre et à tracer? Cette efficacité peut être partiellement attribuée à la durée depuis laquelle ils connaissent celui aux 1000 visages. Il a en fait été découvert pour la première fois par une organisation précurseur de la Fondation de Sa Majesté pour le confinement sécurisé du paranormal, au XIXe siècle. Le département de mythologie extensive de la Fondation possède plusieurs articles hérités sur la nature de SCP-5362, généreusement donnés de la collection de la nudibranche télépathique préférée de tous, Lord Blackwood. Ces articles incluent extraits intrigants de la 18e édition du livre, Monstres du monde développé. Tombant dans la catégorie des imitateurs, cette entité dont j'ai entendu parler pour la première fois de la population locale d'un petit village côtier dans les îles de Grande-Bretagne. Un fermier du nom de Frédéric a parlé d'une bête fétide cachée dans les Highlands écossais, et peut-être même plus loin dans les mers sauvages, qui volerait les visages des enfants qui n'avaient pas été à leur meilleur comportement. Je pensais que c'était juste une légende pour effrayer les enfants et les rendre plus obéissants envers leurs aînés. Pourtant, j'ai eu tort. J'avais entendu parler du mystique et du fantastique auparavant, mais rien de ce genre. Une sorte de créature humanoïde rougeâtre, manquant de nombreuses caractéristiques que vous considéreriez universelles dans la nature. Il avait une tête oblongue, avec son cerveau visible à travers un film blanc. Sous un large front se trouvaient 2 yeux noirs, avec 2 narines entre eux. Il n'avait pas de bouche à proprement parler, seulement un os plat à sa place, sur un corps frêle et grotesque, qui dégageait une odeur de carcasse en décomposition. Une vision désagréable, c'est certain, mais je ne suis pas du genre à reculer devant l'acquisition de nouvelles connaissances. Il a disparu derrière la colline un peu plus tard, et en tentant de le suivre et de traquer la créature, nous sommes tombés sur l'une de ses victimes. Dans un grand champ se tenait une chaumière isolée, un chemin d'herbe morte menant à la porte d'entrée. Ignorant d'une manière ou d'une autre les verrous et les serrures, cette créature frêle avait fracassé la porte. En regardant à l'intérieur, j'ai été accueilli par la vue d'un homme qui devait avoir la fin de la soixantaine, effondré, mort. Lors du retournement du corps, j'ai vu son visage. Une couche de chair s'était formée sur ses yeux, ses oreilles, son nez et sa bouche, l'étouffant alors qu'il tentait de sortir par la porte. Pauvre vieux bonhomme. Dans les légendes, on dit que la créature, autrefois un enfant, était moquée pour son apparence, au point où elle a commencé à conspirer avec des forces démoniaques, dans l'espoir de déclencher une calamité mortelle sur les personnes qui l'avaient maltraitée. Comme toujours,
Il y avait un prix à payer, le transformant en un cauchemar qui hante ces terres aujourd'hui. J'espère qu'un jour il trouvera enfin la paix. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez jeune chercheur. Allez maintenant regarder un autre article des dossiers du Dr Bob, comme SCP-5056, les compagnons constants.